On peut commencer le grand tour de ce midi avec un sujet interpellant. Oui, interpellant. J'ai eu l'occasion d'entendre à un ou l'autre congrès cette problématique qui est vraiment une problématique dans laquelle on doit s'imprégner. C'est pour cette raison que nous avons invité docteur Catherine, bon, qui j'imagine va se présenter en tant que porte-parole du groupe santé de Shifters Belgium pour nous parler de ce sujet. Janet, tu as la parole. Ok. Euh, voilà, j'espère qu'on m'entend. Mathieu, tu n'as pas de retour de problème technique? Ok, c'est bon. Voilà. Donc bonjour. Tout d'abord, merci à Monsieur Kogan d'avoir accepté ma proposition de venir ici échanger avec vous au sujet de cette problématique santé-climat. La dernière fois que j'ai présenté quelque chose devant vous, Monsieur Kogan, c'était il y a 20 ans. C'était mon examen de médecine interne. Et donc là, gros retour en arrière, gros stress. Je suis à nouveau face à vous. Et puis en plus, je suis face ici à vous tous qui êtes pour la plupart des internistes, c'est-à-dire par rapport à moi qui suis ophtalmo, vous êtes des vrais médecins. Donc voilà, il y a un petit peu de stress, en plus il y a des petits problèmes techniques. Et en plus, j'ai un petit stress parce que suite aux problèmes techniques, j'ai pas vraiment la version que je pensais avoir de ma présentation, mais je vais quand même essayer de vous parler de ça du mieux que je peux. Alors, juste un petit mot sur moi. Donc, moi, je suis ophtalmo à Delta et je me suis en fait intéressée à ces problématiques parce qu'à titre personnel, je me posais quand même pas mal de questions sur l'écologie en général et il y avait une forme de... euh, j'étais dans une situation où j'étais en fait un petit peu éco-anxieuse euh, face à tous les dérèglements climatiques actuels et je me disais, mais est-ce que c'est vraiment à moi de m'occuper de ces questions? Moi, je suis médecin. En tant que médecin, en fait, on sauve déjà un peu le monde. Est-ce qu'on doit vraiment s'intéresser à cette problématique santé-climat? Et puis, en fait, oui, malgré le déni, il y a un moment où je me suis dit, mais si, en fait, j'ai envie de m'intéresser à ce sujet, ça m'intéresse vraiment. La santé future m'intéresse énormément. Et donc, oui, ça, je veux bien. Si on peut enlever le petit truc rouge et vert au-dessus, on peut le mettre plus bas. Euh, voilà. Et donc, j'étais tombée sur un article, est-ce qu'on peut être conscient et heureux dans le monde actuel? Donc moi, j'étais un peu anxieuse par rapport à ces questions d'anxiété et je me suis rendu compte que le mieux pour faire face à un problème d'anxiété, c'était d'agir. Et donc, j'ai décidé de m'investir dans une association. L'association, en fait, c'est les Shifters. Les Shifters, en fait, on est les bénévoles, on assiste le Shift Project. Et le Shift Project, c'est ce think tank créé par Jean Covici, qui a pour but d'essayer de décarboner, de sortir de la dépendance aux énergies fossiles dans tous les secteurs de notre société et de notre économie. Et au sein des Shifters Belgium, il y a un groupe en particulier qui est les Shifters Santé, où on est différents professionnels de la santé à avoir élaboré cette conférence et à s'engager et à travailler sur d'autres projets également. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà lu la BD de Jean Covici. Ceux qui l'ont déjà lu peuvent peut-être lever la main, comme ça je vois un peu si certains ont déjà quelques notions de base là-dessus. Euh, Moi, ce que je me suis dit aussi, c'est qu'en tant que médecin, je basais ma clinique sur l'evidence-based medicine. Et donc, s'intéresser aux travaux du GIEC par rapport au climat, c'était de l'evidence-based climatology et ça me paraissait être une démarche scientifique qui me convenait. Euh, alors, je ne sais plus passer. Ah, je dois les passer comme ça. Donc, mon seul lien d'intérêt, c'est de faire partie de cette ASBL. Je ne suis pas ingénieur en énergie ni en climat, mais c'est vrai que c'est un sujet auquel je m'intéresse depuis maintenant 1 an et demi. Euh, je parle aujourd'hui en mon nom, même si je fais partie de l'association, cette conférence est donnée en mon nom propre. La conférence va durer environ 35 minutes et comme ça, on a encore du temps après pour poser des questions, parce que souvent, il y a quand même beaucoup de questions sur cette thématique. Euh, alors, donc, ce qui est au centre de ces questions d'énergie-climat, c'est l'énergie. L'énergie, c'est ce qu'il faut pour tout changement de matière, pour changement de température, changement provoquer un mouvement. On a besoin d'énergie, en fait, un petit peu pour tout. Et ici, quand on voit la question de l'énergie et de la puissance, quelle énergie, quelle puissance peut développer nos bras? Bon, ben voilà, ça c'est 0,1 kWh. Nos jambes, enfin 0,01. Les jambes, c'est 10 fois plus. Avec un cheval, on est à 10 fois plus. Et évidemment, le parc de machines actuel nous permet d'augmenter énormément notre puissance. Il faut s'imaginer que pour ici, ce qu'on voit être un laminoir industriel, la puissance est l'équivalent de 10 millions de bras, c'est-à-dire toute la population belge qui martellerait en même temps de l'acier pour lui donner
son changement de forme. Donc, l'énergie est vraiment cruciale dans notre vie quotidienne. On considère d'ailleurs qu'on a chacun, au niveau mondial, on considère qu'on a tous besoin de 200 esclaves. La moyenne, c'est 200 esclaves énergétiques pour avoir le mode de vie qu'on a, pour s'alimenter, pour s'habiller, pour se loger, pour se déplacer, pour travailler. Donc 200, c'est la moyenne mondiale. Dans nos pays, on est plutôt autour de 600 esclaves énergétiques à notre travail tous les jours. Et dans les classes les plus aisées, qui ont le plus de revenus et qui dépensent le plus de sous, on est plutôt autour de 1000 esclaves énergétiques dont on est dépendant pour avoir le mode de vie actuel qu'on connaît. En médecine, c'est la même chose. Il y en a un énorme parc de machines autour de nous et on est vraiment donc très dépendant de l'énergie. Donc, pardon, j'étais un peu vite. Donc, c'est bien toutes ces machines, mais le souci, c'est qu'il faut de l'énergie pour les construire et de l'énergie pour les faire fonctionner. Alors, ici, c'est une dia assez importante parce qu'elle reprend nos sources d'énergie depuis les années 1800 jusque dans les années ici 2019-2020. Et donc, on voit en fait quelles ont été les premières sources d'énergie. D'abord, il y a eu le bois, ensuite c'est ajouté le charbon, et puis c'est ajouté le pétrole, ensuite le gaz, et puis le nucléaire, le solaire, tout ça. Ce qu'on voit en fait, c'est que notre demande mondiale en énergie, notre consommation ne fait qu'augmenter, et ça de façon, comme vous le voyez ici, exponentielle. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'aucune source d'énergie n'a remplacé une autre. C'est-à-dire qu'elle s'additionne, à chaque fois une couche en plus ici. Et donc, il n'y a pas de transition énergétique. On n'est pas du tout en train de supprimer notre dépendance au pétrole ou au charbon. On est juste en train d'ajouter quelques nouvelles formes d'énergie ici, qui sont les énergies non émettrices, mais c'est moins de 20%, alors qu'encore 80% de la masse de l'énergie utilisée dans le monde actuellement est émettrice de CO2. Alors, quel est le problème? C'est donc qu'on est super dépendant et que ces énergies, comme je le disais, il y a ce qu'on appelle la double contrainte carbone. À la fois, c'est des énergies qui sont émettrices et en plus, le stock est fini. Donc, le fait que ce soit émetteur et que le stock soit fini, ici, je vous montre par rapport au pétrole un petit graphique qui est assez interpellant aussi. Ça, c'est la production en pétrole depuis les années 50 jusqu'à maintenant, avec une projection pour l'avenir. L'extraction du pétrole des 16 pays qui sont les plus importants sur le marché du pétrole au monde. Et donc, en fait, le pic d'extraction conventionnelle du pétrole est passé autour des années 2010. Et depuis, en fait, l'extraction du pétrole diminue. Et ce qu'on voit, c'est que d'ici 2050, alors la partie qui est ici en rose et rouge hachuré est pleine d'incertitudes. C'est des extractions assez particulières aux États-Unis. On n'est pas du tout sûr qu'ils arriveront à extraire autant. Mais ce qu'on voit bien, c'est que d'ici 2050, en fait, ce qui va être disponible en pétrole est quasi équivalent à la moitié de ce qu'on avait au moment où où on pouvait extraire le plus de pétrole. Et donc, comment on va faire? Parce que ces pays ici, on ne sait pas, est-ce qu'ils vont nous vendre, s'ils n'ont plus que la moitié, est-ce qu'ils vont nous vendre la moitié ou est-ce qu'ils vont nous vendre beaucoup moins? On ne sait pas. Par exemple, ici en bleu, c'est les Russes. On ne sait pas ce qui va se passer. Ce qu'on sait, c'est que les stocks s'épuisent. Alors, le souci avec le fait que ce soit émetteur, eh bien, ça réchauffe notre climat. Ça, je pense que tout le monde a assimilé cette notion. Petit rappel ici, entre l'Europe il y a 20 000 ans et l'Europe d'aujourd'hui, en fait, il y a eu une augmentation de seulement 4 degrés, mais ça s'est fait sur 20 000 ans. Et donc, les écosystèmes, là, on était dans une période encore glaciaire, les écosystèmes sur 20 000 ans, eh bien, ils ont eu le temps de migrer et de petit à petit s'adapter aux variations du climat. Un arbre, en fait, ça ne court pas. Donc, un arbre, s'il a le temps, il va pouvoir petit à petit planter ses graines et aller un petit peu plus loin. Mais si l'augmentation de température va trop vite, l'arbre, il ne va pas suivre. Et c'est ce qu'on voit sur le graphique ici. C'est la différence de température il y a 20 000 ans et jusqu'autour des années 1850. Donc là, il y a eu 4 degrés sur 20 000 ans. Et qu'est-ce qui se passe depuis les années 1850, depuis l'ère industrielle? En fait, l'augmentation de la température, en fait, on voit à peine la ligne parce que ça part ici à la verticale. Parce qu'en fait, sur 250 ans, on risque d'avoir 4 degrés d'augmentation et là, les écosystèmes n'arrivent pas à suivre.
Alors, ici, c'est des projections du GIEC. Le GIEC, c'est très bien pour toute une série de choses, mais leurs graphiques ne sont pas toujours super lisibles. Ce qu'ils disent, c'est que donc, ça, c'est l'augmentation de température qu'on a déjà eue par rapport au zéro qui était autour des années 1850. On a déjà eu quasi maintenant 1,2 degré. Et ça, c'est différentes projections de combien de degrés la Terre va se réchauffer en moyenne en fonction de la quantité d'émissions qu'on va continuer à émettre. Alors ça, ce serait dans un cas miraculeux où on s'arrêterait tel que là où on est maintenant. Ici, la ligne en jaune, c'est si on respecte tous les accords de toutes les différentes COP, on voit qu'on serait quand même à une augmentation entre 2 et 3 degrés. Et si on continue ici le business as usual comme on fait maintenant, eh bien, d'ici 2100, on risque d'avoir une augmentation autour de 4 à 5 degrés, voire plus. Chouette, il va faire plus chaud. Ben non, en fait, il y a vraiment des problèmes de dérèglement climatique que je vais détailler ici dans un instant. Et alors, la santé dans tout ça, est-ce que la santé est victime ou coupable du dérèglement climatique? Évidemment, sans vous spoiler, on va être à la fois et victime et on est déjà actuellement coupable de ces problèmes de dérèglement. Alors, quelles sont les conséquences directes du changement et leurs impacts sanitaires? Alors, la première chose, et ce sera toujours un petit peu la même chose, c'est que les conséquences vont être à la fois plus fréquentes et plus sévères. On voit ici, par exemple, par rapport aux canicules, un instant. Donc, elles vont augmenter à la fois en fréquence et en intensité. Par rapport à la période de 1850, ici, il y avait une canicule tous les 50 ans. Actuellement, il y en a déjà beaucoup plus. Et l'intensité, le nombre de degrés qui augmente, la sévérité de la canicule augmente. Et quand on regarde ça au niveau graphique, on voit que ça a une tendance exponentielle. Donc, c'est assez inquiétant. Les canicules et la mortalité, mais je pense que vous savez qu'il y a des pics de mortalité au moment des périodes de canicule, principalement chez les personnes âgées, chez les problèmes avec des pathologies cardiovasculaires sévères. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des feux de forêt? Eh bien, l'intensité et la fréquence vont augmenter. Il ne faut pas regarder la première partie ici, mais ça, c'est si on a 2 degrés. Et là, si on a plutôt 4-5 degrés, ce qu'on voit, c'est chaque fois la même chose. C'est la fréquence et l'intensité. Et en plus, ces phénomènes, ici, on voit la répartition des feux l'été passé à un moment. Ils montent vers le nord de l'Europe aussi. Ça ne se cantonne plus au sud. Le problème avec les feux de forêt, eh bien, c'est les pics de particules fines qui augmentent les hospitalisations, surtout pour les pathologies, les gens qui ont déjà des problèmes respiratoires et toute une série de malades chroniques. D'autres conséquences, ça va être lié aux précipitations extrêmes et aux inondations. Chaque fois, ça augmente en intensité, en sévérité. La question de la montée des eaux. Alors, est-ce que, donc entre la fonte des glaciers et la dilatation des océans, est-ce que l'océan va augmenter de 1, 2, 3 mètres? On ne sait pas exactement, en fonction du nombre d'émissions qu'on va avoir. Alors, on peut rire en se disant, plus tard, il va y avoir les Flamands, ça va être des réfugiés climatiques parce qu'ils risquent d'être sous eau, toutes ces zones-là, d'ici 2050. Sauf que ça pose vraiment problème parce que dans toutes ces zones côtières, il y a toutes les infrastructures portuaires. Et évidemment, on est dépendant de ces infrastructures portuaires pour nos chaînes d'approvisionnement. Vous vous souvenez, au moment du Covid, dès qu'il y a eu des problèmes au niveau des chaînes d'approvisionnement, notre capacité à soigner a été fortement diminuée. Donc, ici, c'est un petit peu la petite cerise sur le gâteau. C'est dans ces conséquences climatiques, il y a toute une série de zones qui vont devenir inhabitables. Alors ça, c'est un petit peu au niveau historique. Et là, on évolue vers des scénarios en fonction de la quantité qu'on va émettre. Ça, c'est si on prend 2 à 3 degrés. Et là, si on est entre 4 et 5 degrés. Ici, sur l'échelle, en fait, vous voyez les couleurs, ça représente le nombre de jours par an où ces zones sont inhabitables. Qu'est-ce qui se passe dans ces zones? En fait, ça va être une sorte de hammam permanent. Si la température est élevée et l'humidité est élevée, on meurt en étant parce qu'en fait on ne peut plus refroidir sa température corporelle par l'évaporation de la transpiration. Et donc on peut imaginer que si toutes ces zones-là deviennent inhabitables, on va être face à d'énormes problèmes migratoires. Les gens ne pourront plus vivre dans toutes ces parties-là du monde. Les impacts sanitaires un peu plus indirects liés au réchauffement climatique, mais c'est tout ce qui va concerner, à cause des sécheresses, il va y avoir des problèmes d'alimentation et d'accès à l'eau. Donc c'est surtout l'insécurité alimentaire en fait qui va être problématique. On voit déjà entre les années 70 le nombre d'événements ici sur le graphique de droite de problèmes de récolte liés au climat.
en fait, entre les années 70 et maintenant, le nombre d'événements augmente déjà vraiment très, très fort. Et ça va faire que s'aggraver. Et donc, la grande question, ça va être la question des phénomènes migratoires. Est-ce qu'on va avoir 1, 2, 3 milliards de migrants d'ici 2100 ? Comment les politiques vont gérer ça? Ça risque d'être très problématique. Il y a évidemment la question des dégâts aux infrastructures. On voit ici, c'était en Australie, il y avait un feu super important juste à côté d'un hôpital. Mais évidemment, ils ont évacué l'hôpital. Donc là, l'hôpital, il ne peut plus fonctionner, il ne peut plus soigner des patients. Là, c'était à Boston, dans une zone non inondable. Les urgences ont été complètement sous eau. Là, vous imaginez, hein, si le service des urgences ici, si les 2 derniers étages sont sous eau, ben, pendant quelques mois, on ne va plus pouvoir pratiquer la médecine telle qu'on la pratique. Ça, c'était les inondations en juillet 2021 en province de Liège. L'hôpital de Namur, il est à 80 km de là. Est-ce que le placement de l'hôpital de Namur était vraiment stratégique juste au bord de l'eau? On peut se poser des questions. Par rapport à cette catastrophe, les gens parfois en reparlent en disant oui, mais il n'y a jamais eu que 30 morts. Alors c'est vrai qu'en plus, nous, en tant que professionnels de la santé, on est assez habitués à avoir un nombre important de morts. Il faut s'imaginer que c'est 30 morts et qu'en plus, c'est 4 milliards d'argent public pour reconstruire et c'est de l'argent public qui ne va pas aller dans d'autres secteurs, que ce soit l'éducation, la santé. Voilà. Donc tout ça a un coût important pour notre société et risque de nous impacter. On parle bien de dérèglement et pas que de réchauffement. Au Texas, il y a eu une énorme vague de froid. Les infirmières ne savaient pas arriver à l'hôpital. Les infrastructures de l'hôpital ont été endommagées parce qu'ils n'étaient pas du tout prêts à subir tout ce froid au Texas. Il y a aussi des problèmes sur la santé mentale en dehors de juste les problèmes d'éco-anxiété. Le nombre de consultations en psychiatrie augmente très fort dès qu'il fait un petit peu plus chaud. Alors, de quoi on peut parler ici encore par rapport à ça? C'est comment est-ce que nous, on pourrait... La question, c'est est-ce qu'on doit s'adapter ou est-ce qu'on doit limiter nos émissions? Est-ce qu'on va s'adapter? On va devoir faire sûrement un petit peu de deux. Pour adapter les établissements des soins de santé, il faut des plans. Heureusement, il y a des plans qui existent pour localiser les hôpitaux à des endroits où ils sont à l'abri des menaces, des feux, des inondations. Et où ils devront devoir pouvoir gérer des épidémies. Donc, c'est toute une question d'organisation. Ça, ce n'est pas à nous, en tant que praticiens du quotidien, ce n'est pas nous qui allons régler ça, mais les directions des hôpitaux doivent être formées à toutes ces questions-là. Et d'ailleurs, il y a des plans hospitaliers qui existent déjà, parce que le personnel peut s'adapter à travailler sous stress. Hein, ça, on l'a vu au moment du Covid, mais malgré tout, il faut planifier les choses. Il y a énormément de rapports de l'OMS et d'autres organisations là-dessus. Et donc, est-ce qu'on va devoir s'adapter plutôt que limiter? Alors, on peut se dire, OK, on fait des plans canicules, on met de la climatisation dès qu'il va faire trop chaud, on va reconstruire les établissements dans des zones non inondables, on peut installer toute une série de pompes au cas où on est inondé. Le souci quand même avec le fait d'essayer de s'adapter plutôt que d'uniquement limiter, c'est que tout ça est très émetteur de CO2 en fait, hein, toutes ces mesures pour s'adapter, climatiser tous les hôpitaux. Vous vous doutez bien, les reconstruire, que ça va être fort émetteur. Alors, et donc on revient ici au sujet important d'aujourd'hui. Quelles sont nos émissions de gaz à effet de serre du secteur de la santé? Alors, il y a plusieurs études à ce sujet-là, et donc moi je vais vous parler principalement de ce qui a été étudié par le Shift Project, qui calcule l'empreinte carbone. Le secteur de la santé, c'est entre 7 et 10% des émissions des pays occidentaux. Donc, c'est quand même vraiment un secteur qui compte. Et on va essayer de voir, en fait, l'idée, c'est de mesurer pour savoir ce sur quoi on peut agir. Ce qu'on nous demande, en fait, par rapport à l'urgence climatique, dans tous les secteurs, ce qu'on demande, c'est d'essayer de diminuer de 80% nos émissions d'ici 2050. Alors, ça, c'est l'augmentation de la température. Si on veut essayer de faire diminuer de nos émissions, si on veut essayer d'ici 2050 d'être neutre, mais si on s'y prend maintenant, il faut diminuer d'environ 6-7% nos émissions chaque année. Si on s'y était pris il y a 20 ans, on aurait pu diminuer d'un beaucoup plus petit pourcentage. Mais si on attend encore longtemps, on va devoir diminuer de façon beaucoup plus drastique et ça va être encore beaucoup plus difficile. Donc, plus on s'y prend tôt, plus la diminution est lente et réalisable. Alors, une médecine zéro carbone, c'est quoi? On en vient, hein, ça c'était avant, les saignées, les lavements. Je ne suis pas sûre qu'on ait envie de retourner là. L'espérance de vie était quand même vraiment limitée. Je fais ça avec un petit peu sur le ton de la blague, mais c'est aussi pour signaler que dans le contexte actuel, le climat actuel,
toute une série de praticiens vont défendre que leur pratique est une pratique zéro carbone. Par exemple, soigner par l'imposition des mains, c'est du zéro carbone, mais est-ce que ça donne les mêmes résultats que notre médecine classique? Je n'en suis pas sûre. Et donc, on va peut-être se retrouver face à une recrudescence de ce type de médecine. Et donc ici, ça c'est vraiment l'analyse du Shift Project. Il faut savoir que le NHS anglais a aussi étudié les différents postes d'émission au niveau du secteur de la santé. Ils arrivent plus ou moins au même chiffre. Alors, qu'est-ce qui émet beaucoup? Alors, ici, au niveau du bâtiment et de l'électricité, on voit que finalement, c'est un petit pourcentage. Ce qui émet énormément, ce qui est autour de 33% ici, c'est l'achat, tout ce qui est médicaments, et autour d'une vingtaine de pourcents, tout ce qui est dispositifs médicaux. Donc, en fait, ça, c'est vraiment ce par quoi on émet le plus en médecine. Donc, ça, c'est la première chose à... Enfin, s'il y a une chose qu'il faut retenir, c'est que c'est surtout ici qu'on est émetteur. Donc là, on est autour de 50% de nos émissions. Alors, c'est quoi les dispositifs médicaux? Ça va de la compresse, le masque, le gant, en passant par toutes les tubulures, par les prothèses, tout ce qu'on utilise en fait dans notre matériel médical est là-dedans. Donc ça, c'est vraiment des postes importants. Tout ce qui est transport des malades et du personnel de la santé, on est autour de 15%. L'alimentation, c'est 6%. Les déchets, c'est autour de 2%. Et donc, comme il faut diminuer de 80%, il n'y a pas une mesure qui va être magique. On se doute bien qu'il va falloir agir en fait sur chacun des postes. Et le Shift Project, dans son rapport qui est le PTEF, donc le plan de transformation de l'économie française, mais qu'on peut transposer pour toute une série de points à ce qui se passe en Belgique, a mis en place une trentaine de mesures. Je ne vais pas toutes les détailler, mais je vais parler de quelques-unes ici. Donc, tout d'abord, réduire par poste. Par exemple, par rapport aux bâtiments, si on a des bâtiments avec une meilleure performance énergétique, sur le poste bâtiment, ce n'est pas sur l'ensemble des soins de santé, on peut déjà réduire de 75% nos émissions. Par rapport à l'alimentation, à la fois pour les patients et ce qui se passe au niveau... Parce qu'en fait, quand on mange un sandwich pendant un séminaire, c'est aussi considéré dans l'alimentation du secteur des soins de santé. Déjà, si on diminue tout ce qui est carné et qu'on favorise les produits locaux et de saison, on peut diminuer l'empreinte carbone de l'alimentation aussi d'une 40aine de pourcents. Les déplacements. Alors, évidemment, la question des déplacements est très complexe parce que si on veut diminuer l'empreinte carbone des déplacements et des patients et du personnel, ça doit s'inscrire dans un plan de mobilité. Mais il y a déjà toute une série de choses qui peuvent se faire petit à petit. À long terme, il va peut-être y avoir plus de consultations de télémédecine pour diminuer les déplacements des patients. Il faut essayer d'électrifier toute une partie du parc des ambulances et de tout ce qui est transport des patients. Oui, voilà. Dans les déplacements sont inclus les déplacements pour nos formations. Donc, par exemple, si on prend l'avion en tant que médecin pour aller à un congrès à l'étranger, c'est inclus dedans. Et je tiens ici à spécifier une petite chose, c'est que par exemple un vol aller-retour pour aller aux États-Unis, c'est 2 tonnes de CO2. Juste pour vous situer ici, l'empreinte carbone d'un Belge, je ne vais pas détailler du tout ça, mais l'empreinte carbone actuellement d'un Belge, on est autour de 17 tonnes de CO2 par an. Si on fait 2 tonnes de CO2, c'est quasi toute notre alimentation sur l'année, quoi. Donc c'est vraiment un vol, c'est une empreinte carbone très importante. Donc si on a envie d'agir, déjà en prenant moins l'avion, c'est déjà des mesures qui comptent. Alors, par rapport aux déchets, le tri des déchets, en fait, si on trie nos déchets, ça ne va diminuer que de 1% l'empreinte carbone, mais ça a d'autres avantages environnementaux. Et en plus, si on recycle le plastique, ça diminue aussi notre dépendance au pétrole. Et en plus, c'est une mesure assez facile à mettre en place. Donc ça, c'est une mesure qu'on conseille quand même de mettre en place dans les hôpitaux. Les gens connaissent bien le tri des déchets. Petit commentaire aussi sur, je n'ai pas ma dia, mais un déchet qui soit un déchet B1 ou B2. Donc, si un déchet est mis dans une poubelle jaune, ce déchet-là, en fait, doit être transporté en général plus loin que l'hôpital pour être détruit et il doit passer à une température, je crois, de l'ordre de 400 degrés. Et donc, en fait, c'est beaucoup plus émetteur. Donc, déjà, bien trier nos déchets, mettre le moins possible dans les poubelles jaunes, ça a déjà un impact positif sur nos émissions. Faire attention à ne pas tout jeter dans ces poubelles-là. Alors voilà, les médicaments et les dispositifs médicaux.
la question est complexe, je vais revenir sur les deux dans un instant. Mais donc, par rapport aux dispositifs médicaux, à tout ce qu'on emploie, en fait, c'est super important de se poser la question de pourquoi on emploie les choses, pourquoi on fait les choses, et d'essayer d'un petit peu redéfinir ce qui est vraiment essentiel. Est-ce qu'il faut mettre des gants à chaque fois qu'on touche un patient? Est-ce qu'il faut mettre une charlotte à un patient qui va faire une gastroscopie? Est-ce qu'il faut mettre des surchaussures? Toutes ces petites choses-là, en fait, quand elles s'accumulent, sont vraiment énormes. Et donc, c'est important de rediscuter avec les sociétés savantes et de redéfinir ce qui est vraiment nécessaire. Par rapport aux médicaments, je vais détailler ici un petit peu le médicament, voilà. Donc, ça, c'est par exemple ce qu'on consomme comme médicament. Il y a ce qui est consommé et ce qui est sous-traité. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier qu'il y a des patients qui ne sont pas traités. Ce qui serait bien, c'est de pouvoir traiter tout le monde et de gaspiller le moins possible. Il y a effectivement l'exemple de la boîte qui est surdimensionnée et on finit par jeter une partie des médicaments parce qu'on n'en a pas besoin. Il y a aussi toutes les indications thérapeutiques qui ne sont pas bonnes. Par exemple, donc, supprimer le gaspillage, effectivement, changer le conditionnement des médicaments, respecter les guidelines. Ce qu'on sait, c'est que par exemple, entre la Belgique et les Pays-Bas, on a 2 fois plus d'antibiotiques en Belgique et 2 fois plus d'antidépresseurs. On a la même espérance de vie et je ne sais pas si on est 2 fois plus heureux aux Pays-Bas, en Belgique qu'aux Pays-Bas. Je ne suis pas sûre. Gardez en mémoire que la médecine, c'est quand même en premier ne pas nuire, hein, primum non nocere. Je vois, nous, en ophtalmo, on a tendance souvent à parfois rajouter une petite goutte en se disant, oui, je vais mettre une petite goutte d'anti-inflammatoire pour pas grand-chose, en se disant, ça peut pas faire de mal, mais en fait, une fois qu'on sait que les médicaments, c'est très émetteur, on peut se poser la question à 2 fois en se disant, peut-être que pour mon patient, ça fait pas de mal, mais peut-être que pour la santé de ses enfants, de ses petits-enfants et des habitants à l'autre bout de la planète, c'est pas idéal comme mesure. Donc, vraiment respecter les guidelines. Alors, on sait que c'est pas simple, mais je me permettais de le rappeler. Alors, substituer. Est-ce qu'il y a des médicaments qu'on peut substituer qui peuvent être moins émetteurs que d'autres? Il y a l'exemple, en fait, au niveau en anesthésie, par exemple, le desflurane a été supprimé parce que c'était un gaz super émetteur. Donc, ça, ici, dans tout le Chirec, il a été supprimé depuis 1 an ou 2. Et par rapport à tout ce qui est au niveau pneumo, la plupart des inhalateurs ont un gaz propulseur qui est vraiment très émetteur. Et si on peut le remplacer par des sprays, ça a un impact vraiment très important. Et donc, ça, c'est vraiment des mesures qui sont, chez certains patients, très faciles à prendre, substituer pour un autre médicament. Ce n'est pas possible pour tout. Et alors, en fait, par rapport à tout ce qui est dispositif médical, c'est éviter. Alors, il faut chaque fois faire une analyse carbone pour chaque élément en particulier, mais on sait par exemple pour les laryngoscopes jetables qu'en fait, ça a une empreinte beaucoup plus élevée que de réutiliser et restériliser. Tout ça, ça implique de relancer des chaînes de stérilie dans les hôpitaux et pour toute une série de matériel, retourner à du tissu plutôt que du plastique à usage unique, ça demande aussi une infrastructure dans les hôpitaux. Donc, pour ces dispositifs, c'est donc évaluer vraiment nos réels besoins, supprimer tout ce qui n'est pas nécessaire en termes de sécurité pour le patient, supprimer dans les packs en chirurgie, enfin vous en médecine interne, je ne sais pas, mais nous, enfin, dans tout ce qui est chirurgie, on a des packs avec la moitié dont on n'a pas besoin. C'est tout à fait ridicule comme situation. Et donc, s'informer des nouvelles recommandations. Nous, en ophtalmo, il y a plein de recommandations qui sont sorties suite aux études qui sont faites en Inde. Les Indes sont complètement précurseurs. Ils ont des études sur 300 000 patients où ils n'ont pas du tout les mêmes normes que nous et ils n'ont pas plus d'infections quand ils opèrent une cataracte. Et pourtant, les chirurgiens réemploient les mêmes gants, ils remettent juste un petit peu de gel dessus et ils ont supprimé la plupart des mesures que nous, on prend. Voilà. Et donc, retour au réutilisable. Oui, parce qu'ici, c'est une opération de cataracte, c'est un sac poubelle, en fait. Donc ça, c'est le truc en ophtalmo. Il y a sûrement moyen de faire des efforts. C'était une matinée dans un hôpital à Vienne. Ils ont mis tous leurs sacs poubelles autour d'un arbre. Vous imaginez ce que ça représente quand on connaît le nombre de patients. Il y a, je ne sais pas combien de milliers de patients opérés en Belgique par an. Alors, par rapport à l'examen radiologique choisir, il faut savoir que l'échographie est 6 fois moins émettrice que le scan et 20 fois moins émettrice qu'une RMN. Donc, dans notre choix d'examen, on peut aussi avoir un impact. Les résultats... Après, si on applique toutes les mesures proposées par le PTEF, on arrive à une diminution d'environ 50% de nos émissions, ce qui n'est pas suffisant pour arriver aux 80%, mais c'est déjà une belle marge et on espère par la suite que la prévention pourrait aussi diminuer l'empreinte carbone des soins de santé. Et donc, c'est essentiel maintenant
de se former, de se sensibiliser. C'est ce qu'on fait ici, c'est de commencer à débattre de ces questions-là et de comprendre les enjeux. Ce qui est super important, c'est de mesurer et compter, que les hôpitaux calculent leur bilan carbone et de participer quand ils nous demandent en fait vos déplacements, toutes ces questions-là. C'est important de jouer le jeu. Il va falloir développer la recherche, planifier nos actions et donc on peut déjà agir sur toute une série de petits postes, comme je vous ai montré. Il y a des choses faciles sur lesquelles on peut agir pour les déchets, l'alimentation, le transport, créer des systèmes de covoiturage. Il y a des pays où ils organisent des covoiturages pour tout ce qui est dialyse. Les patients viennent ensemble. Et alors sur les postes symboliques, ça peut être important aussi. Donc nous, en tant que médecins, si on demande à nos infirmières d'essayer de covoiturer et de s'arranger entre elles, mais qu'on part 4 fois par an à des congrès à l'autre bout de la Terre ou à l'autre bout de l'Europe en avion, ben, alors on perd quand même un peu notre crédibilité. Et donc c'est important de rester cohérent. Et donc pour moi et pour l'ensemble des shifters, on se dit qu'il est trop tôt pour dire qu'il est trop tard. Si on continue comme on est maintenant, on va prendre 4-5 degrés. Si on essaye de calmer les choses, on peut essayer de réduire l'impact climatique qu'on va avoir dans le futur. Et puis, il ne faut pas oublier, hein, soit que nos ressources vont s'épuiser. Donc, soit on commence maintenant à essayer de se passer des énergies fossiles et on n'aura que 2-3 degrés d'augmentation, soit on va de toute façon devoir d'ici 2050 diminuer notre dépendance aux énergies fossiles. Mais là, en plus, il faudra gérer 4 degrés d'augmentation avec ce problème exponentiel des phénomènes météorologiques qui en découlent. Donc, formez-vous, parlez-en si ça vous intéresse, investissez-vous, venez dans notre association ou dans une autre. C'est passionnant comme sujet. Et puis alors ici, petit mot quand même qui vient de l'OMS. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que praticien? Donc, la confiance que la population attribue à ses politiciens en pourcentage, le degré de confiance est autour de 13%, alors que si on voit pour les infirmières, elles sont à 89% et les docteurs, on est à 85%. Donc, en tant que médecin, on peut en parler autour de nous, les gens nous écoutent et donc n'hésitons pas à utiliser la confiance de la population pour sensibiliser nos patients. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Voilà. Oui, je t'en prie. Voilà. Merci beaucoup, madame. C'était très, très bien, très intéressant. J'aimerais ajouter que le CHIREC, comme vous le savez peut-être, depuis donc l'année passée, le conseil d'administration a ajouté dans les objectifs de notre hôpital un bilan carbone. Et donc, dans la démarche RSE, nous avons Madame Tribel, qui est chef de ce projet. Effectivement, par rapport à vos chiffres, nous avons mis les déchets hospitaliers à 4%. Et comme vous savez, merci. Donc, voilà, le CHIREC s'inscrit dans cette tendance-là. Nous avons pris plusieurs mesures et nous souhaitons en 2025 sortir notre bilan carbone. Il y a une société française qui est venue et qui viendra pour nous donner même un label. Il y a donc voilà, donc nous sommes très sensibilisés à ce sujet-là et donc si vous voulez, je ne sais pas si vous êtes en contact avec Madame Tribel, mais Oui, oui. on est là. Voilà, Oui, on se c'est connaît ce que je bien. voulais dire. Merci beaucoup. Donc, Et on a travaillé effectivement, sur tous les sujets dont vous avez mis, que ce soit l'énergie, les poubelles et ainsi de suite. Comme vous savez, on distribue plus de plastique, ainsi de suite. Mais effectivement, merci pour ce séminaire et effectivement, nous sommes sensibles au sujet. Voilà. oui, effectivement, le CHIREC est assez précurseur à lancer un Oui. bilan carbone alors qu'il n'y a pas d'obligation légale de le faire. Et donc, vraiment, tous ceux qui ont lancé ça peuvent se féliciter parce qu'il y a vraiment une prise de conscience importante au niveau de la direction. Et Un des voilà, objectifs de conseil d'administration du CHIREC. Et voilà. donc, à savoir que ici, Delta répond bien et on peut avoir au niveau de Delta déjà le label, mais pas sur les autres sites. Donc, il y a effectivement une échelle et il fallait dépasser les 70 points. Et à Delta, on est à 72, 73 points. Donc, on peut pour Delta avoir déjà un label de qualité protection d'environnement, mais nous travaillons pour l'avoir sur les 3 sites et sur nos polycliniques. OK, merci pour ces infos, Nicolas. Alors, je pense qu'indépendamment de l'action macro au niveau institutionnel, je
pense qu'il y a un message aussi pour une action micro au niveau de chacun d'entre nous. Je crois que c'était un peu la portée du message. Alors, Philippe. Oui, mais donc merci pour cette conférence très intéressante, hein. Donc c'est un sujet évidemment d'actualité. Comme responsable du service de gastro, je dois quand même vous avouer qu'on est quand même une des spécialités les plus polluantes, en tout cas entre guillemets. Je crois qu'on est parmi les deux plus gros pollueurs. D'une part parce qu'on a tout du matériel jetable. Il y a les soluscopes aussi qui consomment énormément d'eau. Maintenant, la question, effectivement, je crois qu'on peut déjà, sur des faits pratiques tous les jours, améliorer chacun son empreinte carbone. Je pense notamment tout le monde qui prescrit d'ailleurs une gastroscopie, de bien voir si par exemple les IPP sont arrêtés 15 jours avant l'Helicobacter pylori, parce que je remarque énormément de biopsies refaites pour recherche d'HP alors qu'on n'arrête pas les IPP. Donc tout ça, c'est des examens finalement inutiles. On utilise du matériel jetable qu'on pourrait disons, éviter. Maintenant aussi, la question, c'est de savoir est-ce qu'on va réutiliser l'absence de soluscope et avoir des hépatites C individuellement. Donc, ça pose quand même des problèmes. Il y a des choses, à mon avis, où on ne peut pas revenir en arrière et réutiliser du non jetable pour tout le monde. C'est pas possible. Et alors, l'autre question, ça c'est un peu plus provocateur, c'est pour animer le débat. Comme finalement, c'est 7 à 10% des émissions mondiales, si j'ai vu, c'est les soins de santé. On nous culpabilise quand même un peu tous les jours aussi, hein, donc chacun doit faire des efforts, je suis d'accord, mais je pense qu'il faut appliquer un peu plus et moins dire à l'autre et moins donner la leçon aux autres. Ça, c'est mon avis en tout cas, mais faire individuellement plus d'efforts. Mais est-ce que finalement, ça a un sens si on ne le fait pas au niveau mondial, quand on voit que la Chine, l'Australie, ça sont des énormes pollueurs au niveau du CO2 et que finalement, l'impact est vraiment très très faible dans le monde. On va laisser répondre. Alors, La réponse globale, regardons d'abord de notre assiette avant de regarder celle des autres. Mais, voilà. Donc, merci de rappeler effectivement, la première chose, c'est de respecter les guidelines, c'est de ne pas demander un examen s'il ne va pas être réalisé dans les bonnes conditions, ça ne sert à rien. Le but, c'est d'essayer de garder la même qualité avec le moins de risques possible pour les patients. Donc, ce n'est pas de supprimer des choses qui sont nécessaires pour éviter, par exemple, une hépatite C, mais c'est de voir ce sur quoi on peut agir. Et chaque société savante, en fait, il y a des groupes de réflexion dans la plupart des sociétés, en tout cas de ce que nous, on voit, qui peuvent redéfinir un petit peu, en gardant le même degré de sécurité, en diminuant les mesures de précaution parce que certaines sont malgré tout inutiles, et retourner de plus en plus vers le réutilisable. Et pour ça, il va falloir aussi que nous, on titille un petit peu à la fois les firmes pharmaceutiques pour que l'empreinte carbone des médicaments diminue, mais aussi titiller tous ceux qui produisent le matériel pour qu'ils arrivent à produire du matériel avec l'empreinte carbone la plus faible, tout en étant réutilisable. Voilà, c'est des polémiques évidemment très importantes. Et alors, par rapport à la question au niveau mondial, ça c'est vraiment le grand débat. Moi, je n'ai pas évidemment la réponse à cette question-là. Je pense que ce qu'il y a de sûr, c'est que si nous, on a envie de faire quelque chose, il faut quand même imaginer que nos pays développés sont responsables de la plupart de la quantité de gaz à effet de serre qui sont dans l'oxygène. C'est parce que ça fait 200 ans qu'on émet quasi 200 ans qu'on émet énormément, que le réchauffement est déjà tel qu'il est et qui risque de progresser. On peut peut-être plus comprendre que certains pays qui ont encore des qualités de vie vraiment minimes, avec des conditions sanitaires dramatiques, eux fassent moins d'efforts. Leur empreinte carbone à eux, en général, sont beaucoup plus faibles que les nôtres. Bon, après, c'est des débats politiques et voilà, je ne vais pas rentrer là-dedans en détail, mais évidemment, il y a moyen d'en discuter longuement. Voilà. Peut-être pour revenir au micro et donc à la gestion personnelle, la contribution personnelle, même si elle est minime. Je voulais rebondir sur ce qu'avait dit Philippe, il faut arrêter les IPP autant de jours avant de faire la gastroscopie. Donc, ça s'apparente à la bonne pratique clinique. Et donc, moi, ce qui m'avait un peu frappé lorsque j'avais déjà entendu pour la première fois ce genre de séminaire dirigé santé, c'est que toute une série de mesures qui contribuaient à diminuer la taxe carbone étaient exactement parallèle à la bonne pratique clinique. Et donc, si on réfléchit à ce qu'on fait en termes de demande d'examen éventuellement inutile, de prescription de médicaments dans des
des modules trop importants par rapport à moins importants, etc. Donc finalement, ça correspond à ce qu'on devrait faire pour améliorer notre pratique individuelle. Et je pense que si on a ça en ligne de mire, eh bien, il y aura des effets positifs par rapport à la taxe carbone. Alors. Oui, Élie, ta remarque est très importante, Élie, parce que nous avons déjà pris, en ce qui concerne, par exemple, des gros pollueurs, le laboratoire est quand même un gros pollueur, nous utilisons beaucoup de plastique. Eh bien, nous avons déjà pris un rendez-vous avec les gros fournisseurs et Madame Tribel pour voir comment est-ce que les firmes peuvent diminuer l'empreinte carbone. Nous avons par exemple demandé des coupules en verre lavables à la place du plastique qu'on rejette. Et donc, je crois que, comme la remarque de Philippe est aussi très importante, on devrait nous faire demander aux gros fournisseurs au Chirec comment est-ce qu'ils peuvent aussi diminuer leur empreinte, que ce soit par des camions moins fréquents, ainsi de suite. Donc, c'est vrai que nous pouvons chacun jouer un petit rôle qui est important, mais le gros rôle, c'est les grosses firmes. Et c'est pour cela que vous pouvez effectivement, chacun dans son secteur, prendre rendez-vous avec Madame Tribel et voir comment est-ce qu'on peut diminuer cela. Voilà. Merci. Oui, alors moi je voulais centrer le débat aussi sur la responsabilité médicale, parce que vous avez une obligation de moyens. Alors c'est vrai que l'écho consomme moins qu'un scan et encore moins qu'une IRM, mais on a une pression des patients aussi et une nécessité non seulement, je dirais, d'offrir aux patients la possibilité, je dirais, des meilleures techniques aujourd'hui, mais il y va aussi de notre responsabilité en cas de plainte et en cas d'erreur diagnostique. Donc, est-ce que la réflexion doit aussi être portée, je dirais, au niveau du Conseil de l'ordre, au niveau je dirais, des instances disciplinaires quelque part pour mesurer l'impact de revenir à certaines techniques moins consommatrices en termes d'impact carbone, mais à risque peut-être d'avoir peut-être un peu moins de finesse diagnostique. Merci Alors, pour la... peut-être redimensionner la question de façon compacte. Est-ce que la médecine défensive est consommatrice de carbone? J'imagine qu'aux États-Unis, où ils pratiquent une médecine défensive avec les avocats derrière la porte, ont dû très certainement répondre à la question qui est posée. Oui, là, il y a deux choses. Donc, aux États-Unis, quand on voit, en fait, il y a des graphiques qui montrent l'empreinte carbone des soins de santé dans un pays par rapport à la qualité des soins. Et alors, les États-Unis, c'est les plus mauvais élèves au monde. C'est-à-dire que c'est eux qui ont la plus grosse empreinte carbone pour une qualité des soins la plus faible. Donc ça, c'est démontré et probablement qu'ils sont obligés de mettre énormément de moyens en place par ce côté défensif de la médecine. Et merci beaucoup pour la question parce qu'effectivement, on a cette responsabilité, cette obligation de moyens qui vient effectivement de l'ordre des médecins, de décisions politiques. Et donc, on doit mettre en œuvre un maximum de moyens. Et donc, c'est pour ça que c'est important de nous sensibiliser à tous les niveaux, d'en parler avec les politiciens, avec tout le monde, en disant, mais ça, en fait, nous, on ne va pas savoir vraiment faire des efforts parce que tant qu'on est obligé de plus ou moins faire une RMN et qu'on ne peut pas se contenter de l'échographie, sinon on a un risque par rapport à notre pratique, par rapport à notre profession, il faudrait qu'on puisse être soutenu par rapport à cette problématique-là aussi, évidemment. La responsabilité doit peut-être être revue autrement. Je ne sais pas, j'ai pas la solution, mais c'est certain que pour l'instant, c'est un des soucis par rapport avec lesquels on est confronté, quoi. La question de l'imagerie est un bon exemple. Quand on voit quand même assez souvent la redondance entre écho, CT, angio-CT, IRM, etc. Et donc, est-ce qu'on ne devrait pas, dans ce contexte-là, mettre plus la responsabilité de la demande d'examen au radiologue? Je veux dire par là, voilà mon problème médical. Quelle est l'imagerie que vous conseillez, bon, sauf si on est spécialiste vraiment du domaine, qui serait la plus performante pour apporter la solution au problème? On donne des renseignements cliniques, ça devrait peut-être aller plus loin. Enfin, c'est une hypothèse. Brigitte. Attends. Je pense que toute responsabilité commence dans les études. Et donc, je pense qu'il y a aussi les universités qui doivent introduire cette forme de formation, hein,
Ça, c'est une première chose. Je ne sais pas ce qui est fait actuellement au niveau des universités. Est-ce que vous allez aussi là-bas? Est-ce que vous présentez les données que vous avez et comment introduire ça dans les curricula? Ça, c'est une première chose. Et puis, deuxième chose, bon, laisser la responsabilité aux radiologues, je ne sais pas, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je crois qu'il faut en décider avec eux, mais il ne faut pas laisser la décision aux radiologues. Bon, ça, c'est mon opinion personnelle. Voilà, par rapport à la question de l'enseignement, pour l'instant, donc avec l'association des Shifters Belgium, on essaye de militer pour que la question environnementale soit présente dans la plupart des cursus de formation, quels qu'ils soient. Et on est parfois invité, en fait, à aller communiquer dans différentes facultés. On est parfois invité par certains professeurs pour donner une heure de cours de sensibilisation à ce sujet-là. Mais ce n'est pas encore forcément inscrit dans les programmes. Mais c'est une des choses pour lesquelles l'association milite, et en Belgique et en France et partout dans le monde. C'est pour que les gens soient sensibilisés déjà au niveau de leurs études, bien sûr. Oui. Oui, je voulais aussi revenir sur les congrès. Maintenant, on voit dans les magazines, je dirais, généralistes médicaux, Tempo Médical et autres, des offres de congrès pour aller au bout du monde, au Japon l'année prochaine. C'était en Afrique du Sud cette année pour des congrès de médecine générale. Franchement, là, je pense qu'on défie l'entendement, je dirais, à la fois sur le plan de la déductibilité fiscale et de la reconnaissance d'un congrès quand on sait qu'on va aller à Johannesburg et voir les chutes de Niagara. Je suis désolé, mais ça ne peut plus exister, ce genre d'aberration. C'est évoqué ça dans vos discussions? On peut tout dire, hein. Bon, Mais éventuellement, je couperai forcément, c'est un sujet. pour le montage. Voilà, forcément, c'est un sujet super important. Après, qui doit prendre quelle décision, à quel niveau de pouvoir. Voilà. Nous, c'est sûr qu'on fait du lobbying au niveau politique aussi. On essaye de sensibiliser, mais on n'a pas. On n'est pas. On est des bénévoles. On n'a pas non plus. Voilà. Enfin, la crise Covid a mis quand même en avant le distanciel par rapport au présentiel. Et donc, voilà, il y a 40 à 50 collègues qui sont à distance. C'est clair que bon, ils ne seraient peut-être pas venus, mais enfin, ils étaient tous venus à prendre leur voiture, etc., Oui, ça aurait consommé tout à plus. fait. Autrement dit, est-ce qu'on a regardé, on a calculé l'effet du distanciel dans toute une série de réunions, les congrès sont un exemple, sur le fait de quelle manière ça a pu réduire la taxe carbone? Oui, oui, c'est étudié. Il y a des études là-dessus. C'est chaque congrès qui est responsable d'étudier l'empreinte carbone de son congrès, mais c'est évident que le distanciel permet de réduire l'empreinte carbone d'un événement. Ouais. Voilà. Bien sûr. La Société américaine d'ophtalmologie, par exemple, a publié que l'empreinte carbone lors du congrès annuel qui était en pleine crise Covid était très, très, très faible parce que tout le monde la regardait en distanciel. Et donc, ils envisagent aussi, pour que les gens puissent quand même se rencontrer, ils envisagent de peut-être faire un congrès, donc un des congrès, un centre aux États-Unis et peut-être dans un deuxième centre ailleurs aux États-Unis pour qu'au moins les gens ne traversent pas tous les États-Unis. En fait, de le faire sur 2 endroits avec une partie en distanciel et peut-être une antenne en Europe, c'est des réflexions et des calculs qui sont faits parce qu'effectivement, bon, il y a l'empreinte numérique de rediffuser et de se connecter, mais qui est moins importante que le trajet réalisé dans la plupart des cas. Voilà. Donc, c'est une question du chat. Y a-t-il des études sur l'impact écologique des grandes industries pharmaceutiques, par exemple, lorsqu'on met en comparaison les petites mesures, enfin, les mesures que nous pouvons faire par rapport à des plus gros pollueurs? Alors, ça, c'est une question évidemment assez vague et complexe. L'empreinte carbone des soins de santé, on a estimé l'empreinte carbone des médicaments, mais la plupart des firmes, pour l'instant, ne fournissent pas parce qu'ils ne sont pas obligés. Donc, la plupart des grands groupes ne fournissent pas officiellement leurs chiffres d'empreinte carbone. Ils vont
avec la pression par rapport à ces questions-là, de plus en plus être obligés de le faire. En tout cas, nous, à titre individuel, plus on demande à nos délégués des comptes par rapport à l'empreinte carbone de leur groupe pharmaceutique, plus ils vont sentir qu'ils vont être obligés de le faire aussi. Si nous, on leur dit, parce que petit à petit, ce qu'on aimerait dans les mesures qu'on propose, c'est d'obliger les firmes pharmaceutiques à donner l'empreinte carbone de chacun des médicaments séparément pour que nous, on puisse comparer. Mais ça fait partie de ce qui, pour l'instant, n'est pas obligatoire. Et effectivement, plus on va les titiller là-dessus, et ils le savent hein, déjà, plus ils vont essayer peut-être de reproduire plus en Europe, parce que pour l'instant, 70-80% de tout ce qu'on consomme en médicaments et en dispositifs vient de Chine et d'Inde. Certains vont essayer de relocaliser, bien sûr, mais pour l'instant, on n'a pas. Le souci actuel, c'est qu'on n'a pas encore tous les chiffres précis. Ici, c'est des estimations, mais chaque firme n'a pas du tout donné pour chaque médicament ce que ça représente. Voilà. Donc, il y a encore beaucoup d'interrogations. Et c'est sûr qu'on compte sur eux pour faire leur partie du travail. Voilà. Mais pour ça, si nous, dans notre cahier des charges, avant d'acheter un médicament ou un dispositif dans les hôpitaux, on dit en fait, on va acheter quelque chose, on veut votre empreinte carbone, on veut connaître l'impact. Et puis, il n'y a pas que le carbone, évidemment, hein, il y a toutes les autres questions. Mais si on leur impose ça, on aura plus de chances de pouvoir agir. Parce que pour l'instant, c'est un petit peu le flou. Hein. Voilà. C'est intéressant de connaître l'empreinte carbone des différents génériqueurs par rapport à la molécule de base. OK. Je pense que c'est une dynamique qui est en cours et notamment, enfin, Solvay, parce que mon fils y travaille et il fait sur les différents produits home care des études d'empreinte carbone sur chaque produit. Et je pense que, en tout cas, dans l'industrie, ça se démarre. Je suppose que le pharmaceutique va suivre. Je pense mais c'est un boulot colossal, produit par produit. C'est en cours et c'est un énorme enjeu. Plus ils se rendent compte que ça va impacter le choix dans nos achats, plus ils vont faire des efforts. Oui, ça c'est ça. Voilà. C'est nous les acheteurs. Hein, donc, Donc, j'ai compris aussi que dans chacune de nos consultations, on doit recommander aux patients de moins manger de viande, hein, parce que ça impacte très fort. Voilà. OK. Ah. Bonjour. En médecine physique, on prescrit beaucoup de sport sur ordonnance. Ça, c'est quelque chose qui ne pollue pas. Et si on met encore plus l'accent sur la prévention des maladies, peut-être qu'on arrivera aussi à diminuer les soins de santé en aval. Et voilà. Donc, c'est vrai que ça peut être encore quelque chose dans l'avenir qui devrait se développer, remettre les gens au sport, prévenir le diabète, l'hypertension, l'obésité. Ça polluera aussi moins. Peut-être que ça peut être un argument pour les jeunes patients qui ont parfois besoin de motivation pour... voilà. Tout à fait. C'est un des espoirs, c'est de pouvoir être plus vers la prévention qui, effectivement, on espère diminuerait l'empreinte carbone des soins de santé qu'on éviterait. Voilà. C'est pas calculé précisément. Ma remarque en préambule, à savoir que tout ce qui contribue à avoir une action médicale qui va dans la bonne direction des soins de qualité contribue à l'empreinte carbone. Ceci dit, je ne sais pas si vous suivez les nouvelles, le football, vous avez déjà vu le nombre de blessés qu'il y a avec le sport. C'est terrible. Hein? Donc, donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire il faut faire la distinction entre avoir une activité physique et la pratique du sport. Churchill disait no sport, mais donc voilà. Donc moi j'aime beaucoup de sport, mais de gastro-salé, c'était exercice physique et pathologie digestive. Ça diminue de 20% le risque de cancer du côlon. Je crois que c'est la même chose pour le sein. Donc, effectivement, l'activité physique, c'est une bonne manière de transformer son énergie positive plutôt que l'utiliser à mauvais escient. Donc, c'était juste la remarque, la distinction entre l'activité physique et le sport. OK. Bien, mais s'il n'y a plus d'autres remarques, merci pour ce séminaire très intéressant. Merci aux intervenants. Merci Nicolas pour tes remarques pertinentes et encourageantes. Je vous en prie et je regrette que Madame Tribel ne soit pas présente. De toute façon, j'ai déjà Monsieur Debande qui est aussi responsable de ça dans mon bureau. On en a parlé. Et donc, on va demander à Madame Tribel d'y aller voir effectivement tous les dias. Et nous sommes très intéressants pour l'histoire des médicaments et notamment les arrêts des IPP avant la gastro parce qu'il y a quelqu'un dans mon bureau à qui j'ai posé la question, il m'a dit non, je n'ai pas arrêté avant la gastro. Donc voilà, OK. Petit à petit. Merci et à la semaine prochaine.